Il était millionnaire, mais cela ne lui apportait plus aucun réconfort. Sa vie était réglée avec une précision presque militaire. Réunions, contrats, chiffres, signatures. Chaque minute avait une valeur, chaque silence devait être rempli par une décision rentable. Depuis longtemps, son cœur s'était refroidi, comme s'il avait appris à battre uniquement au rythme des marchés et des tableaux financiers. Les bureaux aux murs de verre et au plafond trop haut étaient devenus son véritable foyer, le seul endroit où il se sentait encore utile, encore puissant. Ce jour-là pourtant, il rompit avec ses habitudes. Il emmena sa petite fille au parc, une décision rare, presque incongrue, qui n'était inscrite dans aucun agenda. La fillette, menue et discrète, marchait à ses côtés en serrant contre elle un vieux ours en peluche, usé par le temps. Elle n'avait jamais prononcé un mot depuis sa naissance. Les médecins avaient parlé de diagnostic définitif, de probabilités infimes, de silence irréversible. Pour lui, chaque absence de voix était une accusation muette, un rappel cruel de tout ce que l'argent n'avait pas su réparer. Il s'assit sur un banc pendant que sa fille observait le monde autour d'elle. Les rires des autres enfants, le bruissement des feuilles, le mouvement de la vie semblaient glisser sur elle sans jamais vraiment l'atteindre. Il la regardait comme on regarde quelque chose de précieux et fragile, avec une tendresse mêlée de culpabilité. Il avait bâti des empires, mais il n'avait jamais su construire un pont vers le silence de son propre enfant. À cet instant, il comprit à quel point il connaissait mal cette petite fille. En dehors des soins, des spécialistes et des nounous, il ignorait ce qu'elle ressentait vraiment. Le parc, avec ses bancs écaillés et ses arbres fatigués, lui semblait soudain plus réel que toutes ces salles de conseil luxueuses. Il sentit un malaise étrange monter en lui, une inquiétude douce, presque inconnue. Et si, pour une fois, il avait laissé trop peu de place à l'essentiel, c'est alors qu'il remarqua une autre enfant s'approcher. Une petite silhouette venue d'un monde qu'il ne connaissait pas encore, mais qui allait, sans le savoir, bouleverser le sien. La fillette s'arrêta à quelques pas du banc. Elle était pieds nus malgré l'herbe encore froide, ses cheveux emmêlés par le vent, son t-shirt trop grand taché par la vie dehors. On aurait dit que le parc l'avait adoptée depuis longtemps, comme si la terre reconnaissait ses pas mieux que les trottoirs de la ville. Elle ne portait rien d'autre qu'un sourire discret et un regard étonnamment calme, un regard qui n'attendait rien mais observait tout. L'homme se redressa légèrement, prêt à intervenir. L'habitude de contrôler chaque situation était ancrée en lui. Pourtant, il s'arrêta. Quelque chose dans l'attitude de cet enfant ne menaçait rien. Elle s'approcha lentement de sa fille, sans un mot, sans geste brusque. Les deux petites se regardèrent longuement, comme si le temps avait décidé de ralentir pour leur laisser de l'espace. D'un côté, une enfant entourée de richesses mais enfermée dans le silence. De l'autre, une enfant sans rien, mais libre dans sa présence. Pour la première fois, il vit sa fille ne pas détourner le regard. Elle ne serra pas son ours plus fort, ne chercha pas à se cacher derrière lui. Elle resta là, immobile, attentive. Cette simple rencontre éveilla dans sa poitrine un mélange troublant de joie et d'angoisse. Il avait payé des fortunes pour des thérapies, des spécialistes, des technologies dernier cri, et pourtant jamais il ne l'avait vue aussi ouverte. La fillette, pieds nus, tendit doucement la main. Le geste était hésitant, presque fragile, mais chargé d'une chaleur étrange. Elle effleura les doigts de l'enfant à l'ours en peluche, comme pour lui dire qu'elle était là, sans attente, sans jugement. L'homme retint son souffle, il sentit son cœur battre plus vite, non pas comme lors d'une négociation risquée, mais comme face à quelque chose de profondément vivant. Le parc semblait s'être tu, les bruits devinrent lointains, flous, comme s'il respectait ce moment silencieux. Sa fille leva légèrement la tête, ses lèvres tremblèrent. Il voulut parler, appeler son nom, mais aucun son ne sortit de sa propre bouche. Et puis, dans ce silence sacré, il se passa l'impensable. Un souffle, un murmure, un mot fragile mais réel, naquit entre elles, et tout l'univers de cet homme bascula à cet instant précis. Le mot resta suspendu dans l'air, presque invisible, mais assez puissant pour faire vaciller tout ce que l'homme croyait immuable. Il ne sut pas immédiatement s'il l'avait vraiment entendu, ou si son esprit, épuisé par des années d'espoir déçus, l'avait inventé. Son regard passa de la bouche de sa fille à ses yeux grands ouverts,
puis revint à ce petit visage qui, pour la première fois, semblait conscient de sa propre voix. La fillette pieds-nus recula d'un pas, surprise elle aussi, comme si elle venait d'assister à quelque chose qui la dépassait. Elle sourit, un sourire simple, sans triomphe, sans attente. Puis elle s'assit sur l'herbe, ramassa une feuille tombée d'un arbre et la posa délicatement sur les genoux de l'enfant au nounours. Ce n'était pas un cadeau de valeur, juste un fragment du monde, offert avec une douceur naturelle. L'homme sentit ses jambes trembler. Il s'agenouilla lentement devant sa fille, ses mains incapables de rester immobiles. Ses yeux brûlaient, mais il ne pleura pas encore. Il avait passé sa vie à maîtriser ses émotions, à les enfermer derrière des chiffres et des contrats. Pourtant, à cet instant, toute sa fortune lui semblait dérisoire face à ce qui venait de se produire. Aucun argent, aucune influence n'aurait pu acheter ce moment. Sa fille le regarda, comme si elle découvrait soudain son père sous un jour nouveau. Ses lèvres bougèrent à nouveau, sans former de mots cette fois, mais avec une intention claire. Elle n'était plus enfermée dans le silence absolu. Une porte venait de s'ouvrir, fragile, incertaine, mais bien réelle. Et cette porte avait été ouverte par une enfant qui n'avait rien à offrir, sinon sa présence sincère. La fillette des rues se leva ensuite, s'essuya les mains sur son t-shirt et fit un petit signe de la tête, comme pour dire que son rôle était terminé. Elle recula doucement, déjà prête à disparaître dans les allées du parc. L'homme voulut l'arrêter, lui parler, lui demander son nom, lui offrir de l'aide, de l'argent, n'importe quoi. Mais il comprit soudain que ce serait trahir la pureté de ce qui venait de se passer. Il resta là, tenant sa fille contre lui, tandis que l'autre enfant s'éloignait. Le monde reprit lentement son rythme. Les oiseaux chantèrent à nouveau, des voix d'enfants résonnèrent au loin. Mais pour lui, plus rien ne serait jamais pareil. Ce jour-là, il comprit que les plus grands miracles naissent souvent du geste le plus simple, quand un cœur rencontre un autre sans peur, sans masque, sans condition. Après ce jour-là, le parc devint un lieu sacré pour lui. Il y revenait souvent, d'abord par crainte que tout cela ne soit qu'un instant fragile, un miracle éphémère qui pouvait se dissoudre comme un rêve au réveil. Il observait sa fille avec une attention nouvelle, guettant le moindre son, le moindre mouvement de ses lèvres. Les mots ne vinrent pas immédiatement, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus enfermée dans le silence comme dans une forteresse sans porte. Elle riait plus souvent. Ses yeux s'illuminaient avec une curiosité que les médecins n'avaient jamais su expliquer. L'homme commença à ralentir. Lui qui mesurait sa vie en réunion et en profit, apprit à mesurer le temps autrement, en pas sur l'herbe, en regard partagé, en silence qui n'était fait plus lourd mais plein de promesses. Il s'assoyait sur le même banc, à la même heure, espérant parfois revoir la fillette pieds nus. Elle ne réapparut jamais, comme si elle avait accompli sa mission et s'était fondue à nouveau dans l'anonymat de la ville. Un jour, sa fille posa la main sur la sienne et le regarda longuement. Ce simple geste lui serra la poitrine plus fort que n'importe quelle réussite professionnelle. Il comprit alors que ce n'était pas seulement la voix de son enfant qui avait été libérée, mais aussi la sienne. Pendant des années, il avait fui sa propre douleur, la perte, la culpabilité, le sentiment d'impuissance en se cachant derrière l'argent et le pouvoir. Désormais, il ne voulait plus se cacher. Il réorganisa sa vie sans faire de grands discours ni d'annonces spectaculaires. Il passa moins de temps au bureau, refusa certains contrats, apprit à dire non. À la place, il apprit à écouter. Le souffle de sa fille quand elle dormait, le froissement des feuilles sous leurs pas, le monde tel qu'il était réellement, sans filtre ni mur de verre. Parfois, il racontait cette histoire à voix basse, non pas comme une légende, mais comme un rappel. Il expliquait que sa fille n'avait pas été guérie par la magie, mais touchée par une humanité brute, sans calcul. Une rencontre entre deux enfants que tout opposait, sauf l'essentiel. Et chaque fois qu'il repensait à ce premier mot, il savait désormais une chose. La vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on ose enfin ressentir. Avec le temps, la transformation devint impossible à ignorer. La petite fille Onat ne parlait pas encore comme les autres enfants de son âge, mais sa voix existait désormais. Parfois, ce n'était qu'un murmure, parfois un son maladroit, mais chaque syllabe était une victoire. Les médecins parlaient de progrès tardifs, de déclencheurs émotionnels, de connexions nouvelles dans le cerveau. Lui n'écoutait qu'à moitié.
Il savait que certaines choses ne se mesurent pas et ne s'expliquent pas entièrement. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait entre eux. Les promenades devinrent plus longues, les rires plus fréquents. Sa fille commença à nommer le monde, l'arbre, le ciel, le chien qui passait en courant. Et un soir, alors qu'il l'aidait à se brosser les dents, elle le regarda dans le miroir et prononça un mot qu'il n'osait même pas espérer entendre si tôt. « Papa !» Le verre lui échappa presque des mains. Il s'agenouilla, la serra contre lui, incapable de retenir ses larmes. À cet instant, il comprit que plus jamais il ne serait le même homme. Il essaya de retrouver la petite fille du parc. Il revint souvent, interrogea discrètement, observa les allées, les bancs, les chemins. Personne ne semblait la connaître, comme si elle n'avait été qu'un passage, une étincelle offerte puis retirée. Peu à peu, il cessa de chercher. Certaines rencontres n'ont pas besoin de suite pour changer une vie entière. À la place, il changea la sienne. Il créa une fondation discrète, sans son nom en lettres dorées, dédiée aux enfants invisibles, ceux qu'on ne regarde pas, ceux dont on dit trop vite qu'il n'y a aucun espoir. Il finança des parcs, des espaces simples où les enfants pouvaient se rencontrer sans étiquette, sans jugement. Mais surtout, il apprit à être présent, vraiment présent. Il ne voyait plus sa fille comme un problème à résoudre, mais comme un miracle à accompagner. Chaque progrès, chaque silence, chaque regard était une conversation. Et parfois, assis sur ce même banc, il fermait les yeux et souriait. Il savait désormais que les plus grands bouleversements naissent souvent d'un geste minuscule, d'une main tendue, d'un enfant qui ose s'approcher d'un autre. Ce jour-là, au parc, sa fille avait trouvé sa voie et lui avait retrouvé son cœur. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.